Nous allons donc reprendre le programme prévu de notre journée. Je vais donc accueillir Chantal Freyss, que tout le monde connaît, mais j'ai le plaisir tout de même à présenter Chantal, docteur en philologie romane, doctorante en histoire de l'art, grande spécialiste bien sûr de Moissac, de ses enluminures et de ses chapiteaux, et je ne saurais que trop vous recommander la lecture de son article sur le programme iconographique du cloître, qui est paru il y a quelques années dans les cahiers de civilisation médiévale, article ô combien savant et ô combien éclairant, ce que pouvait être, qui permet de mieux comprendre ce que pouvaient être justement ces moines de Moissac par la grande tradition de Cluny et l'immense érudition de ces moines moissaguais. Ce n'est pas de manuscrits et de chapiteaux que Chantal va nous entretenir, mais des dernières découvertes architecturales, dernières découvertes ou découvertes plus anciennes, autour donc de ces bâtiments, et pour reprendre le titre que vous avez à l'écran, donc bâtir à Saint-Pierre-de-Moissac en 1063. Merci Emmanuel. Alors, je me propose, après le point qu'a fait pour nous Georges Passera ce matin sur le contexte historique, le contexte religieux, mais vous savez bien qu'au Moyen-Âge, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire cette importante réforme de l'Église qu'est la réforme grégorienne. Donc, après cette mise au point, moi, j'ai souhaité, puisqu'elle est au cœur, puisqu'elle est le centre de nos 3 journées, vous donner le mieux possible, le plus possible, une image de ce que pouvait être, de ce qu'a pu être cette Église de 1063, puisque, soyons clairs, quand on visite l'Église actuelle, on ne peut pas vraiment, même pas la soupçonner. Quelle était sa forme? Quelle était... Vous m'entendez pas? Quelle était sa forme? Quelle était son architecture? Quelle était l'organisation de ces différents espaces pour cette église dont la date de 1063 la rattache indubitablement à l'époque romane, quoique cette date de 1063 soit une date relativement haute dans l'histoire de l'art roman. Alors, par quels moyens allons-nous essayer d'obtenir ces informations sur le passé et sur les chantiers successifs qui, sur le même espace sacré, ont repris, restructuré, quelquefois rebâti pratiquement une église à Saint-Pierre-de-Moissac. Bâtir à Saint-Pierre-de-Moissac en 1063. Alors, quels moyens? Alors, naturellement, j'étais portée vers les documents écrits. Évidemment, au premier chef d'entre eux, mais on vous en a abondamment parlé ce matin, merci, cette plaque de marbre portant cette inscription qui nous met donc sur la piste de l'existence d'un chantier d'église en 1063. Elle le fait avec beauté et des vers léonins. Si le métier de l'historien, c'est de douter. Si on doutait de l'existence réelle d'un chantier en 1063 qui eut abouti, on a également dans un des manuscrits conservés issus du scriptorium de l'abbaye de Moissac, un martyrologe. Un martyrologe, c'est une sorte de calendrier où sont inscrits les dates
des martyrs qu'on doit fêter. Voilà. Et dans ce martyrologe qui est considéré actuellement comme datant des environs de 1070-1080, eh bien, il y a inscrit à l'encre rouge, rajouté entre deux lignes, au 6 novembre, ou plus exactement au 8 des Ides de novembre, comme le porte la plaque, et conformément au calendrier romain, il y a dédicatio ecclesia, dédicace de l'église de Saint-Pierre. Bon, on a un élément de plus, hein, on prend toujours, hein, pour dire il y a eu de la construction, il y a eu acte d'architecture au 6 novembre, avec une dédicace, avec un rite de dédicace au 6 novembre qui continue à être fêté, dont on conserve le souvenir encore quelques années après. Pour ce qui est des documents écrits et pour ce qui concerne donc précisément ce qu'on cherche, c'est comment elle était, cette église, c'est à peu près tout. Alors on a peut-être dans la chronique qu'on a évoquée également ce matin, la chronique d'Émeric de Périac de la fin du XIVe, donc on est quand même déjà un petit peu plus loin. Émeric de Périac évoque des griffons sur le pavement qui orneraient le pavement du chœur. En 1399, il aurait tout à fait pu connaître le chœur encore d'une église romane. Je dis d'une église romane, on va voir. Peut-être cela correspondait-il à quelque chose qui aurait pu être 1063. On essaie toujours d'être prudent. En revanche, les informations décisives en matière d'architecture sont fournies ici par les résultats de deux grands chantiers de fouilles. Le premier a eu lieu c'est pas jeune, en 1902 entre 1902 et 1903. Il était dirigé par le chanoine Potier, qui est un des fondateurs, le fondateur de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne. Et les découvertes qui ont été faites durant ce chantier ont été par chance reportées sur un plan. Je vous montrerai l'église, la plaque, vous l'avez déjà vue, Durand de Bredon aussi. Et donc mon image là, elle est affreuse, mais c'est juste pour vous prouver que nous conservons aux archives municipales de la ville de Boissac le plan de l'architecte municipal de l'époque qui a reporté, mais rassurez-vous, on a fait des reprises et je vous expliquerai ça un peu mieux. Mais voilà l'original, voilà le plan de ce ferrier qui a reposé avec soin toutes les découvertes faites lors du chantier du tout début du XXe siècle, avec les moyens, avec les outils du début du XXe siècle. Ça change, c'est normal, mais rendons-leur hommage, ils travaillaient. Nous aussi, dans 100 ans, on dira qu'on travaille comme des... Bon. La seconde campagne archéologique a eu lieu, elle, à l'occasion des célébrations du 900e anniversaire de l'église de 1063, c'est-à-dire, c'est simple, il y a 50 ans. Et elles se sont déroulées, elles aussi, entre 1962 et 1963. Elles étaient supervisées, outre par l'architecte en chef des monuments historiques de l'époque, Robert Renard, et puis interprétées et suivies par le professeur Marcel Durlia, qui a bien voulu donner son nom au centre que l'on a créé d'art roman, mais qui est incontestablement le grand connaisseur de l'art roman et qui a diffusé son amour pour cette période artistique-là au-delà des frontières. D'ailleurs, je dois l'avouer de suite, c'est dans sa publication qu'il a faite à l'issue de ses fouilles dans les cahiers archéologiques que je puise l'essentiel de la science dont je me targue ce soir. Alors merci à lui encore une fois. Voyons, on va prendre les choses dans l'ordre chronologique et vous allez m'excuser, mais on va commencer
par l'église ou les structures découvertes qui nous permettent de comprendre qu'il y a eu une église antérieure à celle de 1063. Revenons-y, 1063 n'est pas la date de fondation de l'abbaye. Une abbaye, c'est l'ensemble des moines, des bâtiments où ils vivent. Une abbatiale, c'est l'église de ce monastère. Bien. Je vous donne un plan actuel pour qu'on puisse se repérer, parce que les vestiges, alors on est en 1962-1963. Les fouilles portent surtout sur le chœur, le sanctuaire et le bas-chœur. Voilà, toute cette partie. Ça suit là? Ça suit. Et sur ces parties, les vestiges les plus profonds, donc soyons simples, les plus anciens, découverts sous le chœur, le sont au niveau du pourtour, voilà, derrière l'autel, du pourtour de l'abside. C'est ça qu'on appelle une abside, c'est la partie extrême. Ah, non, évidemment. Merci. Voilà, les parties extrêmes à l'est de l'église. Et donc sur ce pourtour intérieur de l'abside, eh bien, on est découvert, est dégagé. Voilà. Alors veuillez regarder la partie inférieure de l'image. Voilà. Et accepter que je vous montre en fait ce qui a été dégagé, c'est-à-dire un couloir. Un couloir décrivant un demi-cercle. Vous voyez bien qu'il tourne, il contourne complètement le chœur, le sanctuaire. Et il a été donc, il faut imaginer qu'il a été dégagé. Le sol qu'on voit, évidemment, avant les fouilles, on ne l'atteignait pas. Une autre image pour vous montrer, avant qu'on aille plus avant, parce que je crois que sur le mur intérieur, donc le mur que vous voyez, alors je ne sais pas, moi c'est à droite, c'est qu'il y a à l'évidence, même si on n'est pas très connaisseur en bâtiment et en architecture, il y a en bas, on appelle ça un moyen appareil, c'est-à-dire des pierres en assise à peu près régulières, mais d'une taille pas gigantesque, et puis assez irrégulière. Mais au-dessus, vous voyez bien que la dernière assise est faite de pierres parfaitement taillées, parfaitement appareillées, en tout cas de dimensions tout à fait... Au moins, on peut avoir la suspicion du fait qu'il y a eu un changement de campagne. En continuant, donc, découverte de ce... Alors, on appelle ça le couloir annulaire. Il est en demi-cercle, en fait. Voilà, en fait, un plan qui permet de l'avoir fixé. En continuant le décaissement de ce chœur, les archéologues de 1962, ça va être leur grande surprise, ils vont découvrir, à peu près sous le maître-autel actuel, même sous le maître-autel actuel, ils vont dégager. Et là, je vous donne une vieille image, mais qui vous montre en fait qu'il s'agit vraiment d'un dégagement. Les parties inférieures de ce qui était un massif maçonné, et pour anticiper un peu sur ce que je vais dire, évidemment, à cet endroit-là, on se doute très rapidement qu'il s'agit d'un hôtel. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, un massif rectangulaire, 1,20 m sur 60. Et, chose encore plus extraordinaire, ces 4 faces sont recouvertes d'un enduit, sont enduites, un enduit rosé, qui porte sur la face ouest, ici, c'est-à-dire face au chœur et à la nef, au reste de l'église,
un décor très simple, très géométrique, une série de cercles tangents, noir-bleu, et quelquefois des traces de minium, ce rouge orangé qu'on retrouve dans les aluminures des manuscrits, qu'on retrouve aussi en peinture murale. Là, on a la certitude que c'est du minium. On peut lire 8 cercles soulignés de sorte de feston, également de minium rouge, très simple, tout ça très simple quand même. Et une bande noire au-dessous, et semble-t-il, entre les écoinçons des premiers cercles, vraiment quelque chose de très simple, très géométrique, qui, si on a fait juste quelques mois d'histoire de l'art, on se dit « Ah, mais c'est mérovingien », mais halte, il faut faire attention. Alors, je vais m'excuser. Figurez-vous que sous le chœur actuel, donc, ce massif d'autels dégagés, les aménageurs de l'époque ont heureusement construit une coque en ciment autour de lui qui nous permet d'y accéder à la condition de ramper un petit peu à genoux et rester plié. Mais autour, pour circuler autour de cet autel, il y a environ 50-60 cm de chaque côté. Par conséquent, si on arrive au fait, pour faire des photos, et je ne sais pas, moi, c'est très difficile. Donc, je vous montre des photos mauvaises, mais peut-être quand même, vous pouvez soupçonner que ici, cette partie, c'est la face ornée dont je vous parle. Vous êtes obligés de me croire un petit peu sur parole. Voilà, quand même. Voilà ce qu'on peut faire de mieux. Donc, vous voyez les cercles tracés au compas. Ils sont d'une régularité tout à fait exemplaire. Minium, peinture bleu-noir. Cette bande au-dessous. Il se passe encore quelque chose dessous et on soupçonne d'autres cercles, mais je vous avoue que, bon, sur cette image, c'est vraiment très difficile à voir. Sur les 3 autres côtés, tout aussi intéressant, des deux séries qui semblent se superposer et qui rendent du coup la lecture encore plus difficile, de graffiti, c'est pas un mot péjoratif, toujours graffiti, ce sont des inscriptions gravées dans l'enduit, et qui portent des prénoms, un Jean, un Gilbert, alors avec quelques lettres difficiles à lire, peut-être même un Fanoum, on a tellement envie de voir. Ces inscriptions ont été examinées à leur temps, mais il faudrait bien sûr y revenir. Voilà encore un chantier énorme à Moissac. Revenir sur ces inscriptions, et le chartiste, j'ai oublié son prénom, Perra, je ne sais plus, les a identifiés comme, employant une graphie, une écriture visigothique. Alors, là aussi, l'écriture visigothique, c'est-à-dire certaines caractéristiques, je vais vous épargner des trucs qui descendent, a pu tout de même être utilisée, a été utilisée jusqu'au IXe siècle. Donc, mais on peut s'accorder tout de même sur le fait que le niveau de cette découverte, le type du décor et les caractéristiques de ces graffitis nous renvoient, on va s'accorder à ça, vers des dates très hautes. Au moins, on est au IXe siècle. Revenons à ce couloir. Revenons vers ce couloir en demi-cercle, donc qui fonctionne avec cet autel, qui les niveaux, toutes sortes de caractéristiques font bien penser que vont ensemble ce couloir en demi-cercle et son autel, donc dans le sanctuaire. Ce couloir, en fait, ils le décaissent en 62-63. Ils essayent d'arriver à son radier. Et en progressant du nord vers le sud, malheureusement, l'eau
qui remonte au sud empêche d'aller tout à fait jusqu'au bout. Mais ce qui est constaté par Marcel Durlia, c'est que la déclivité entre le nord et le sud est très importante. C'est-à-dire ce couloir, il descend manifestement. Et il descend sans doute vers quelque chose. Donc Marcel Durlia, après réflexion, a fait l'hypothèse du fait qu'après tout, on pouvait tout à fait avoir un niveau au-dessous même de l'hôtel dont je viens de vous parler, qui n'est pas très en dessous du niveau sur lequel on marche encore à l'église abbatiale, hein, environ 70 cm, mais au-dessous, il y a pu très bien y avoir, on n'en a aucune preuve, sauf cette déclivité, mais ça n'aurait eu rien d'extraordinaire, il y a pu y avoir une crypte ou une confession, c'est-à-dire un lieu où les fidèles, pèlerins, auraient pu venir vénérer des reliques. Par ailleurs, des reliques à Moissac, on a la copie d'un document qu'on considère maintenant comme étant du XIIe siècle, qui est une liste, qui fait la liste d'une bonne centaine de reliques. Tout ça est très normal, dont par exemple la bourse de Saint-Pierre, puisque c'était le saint patron. Mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres. Quelle aurait pu être la relique vénérée au-dessous? Là, on est dans on va essayer de ne pas être trop dans l'imagination. Autre chose liée à cette église qui a pu être celle qui était antérieure à celle de 1063. Lors de ce même chantier de fouilles, est décaissé en fait, oui, alors ça avait une utilité, est décaissé, donc le sol est exploré, de cette chapelle sud, qui est la chapelle où se trouve actuellement la mise au tombeau, et voilà ce qui est découvert, c'est que, en fait, immédiatement sous les murailles gothiques, c'est-à-dire de la fin du XVe siècle, et qui donne l'aspect qu'on voit encore de nos jours à notre église, immédiatement au-dessus de ces murailles gothiques, donc sans intermédiaire, sans autre chose, apparaît les bases s'enfonçant très profondément dans le sol, d'un espace qui était à peu près celui, vraiment à très peu de choses près, un petit peu plus à l'intérieur, le même espace que cette chapelle, que la chapelle gothique actuelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces murailles, donc au-dessous, elles ne s'ouvrent, il n'y a pas que 3 murailles. C'est en fait, et la photo malheureusement là ne le montre pas, c'est des murailles sur 4 côtés avec le seuil d'une porte, mais uniquement le seuil d'une porte, s'ouvrant sur le nord, donc sur ce qui devait être évidemment l'église, et bon, pour aller vite, l'église, on va convenir de l'appeler du 9e siècle, mais on va juste convenir par commodité. Donc, Marcel Durlia, là encore, fait une hypothèse qui est très, très, très vraisemblable, c'est que ces murailles, ce carré-là de murailles fondées très profondément, pourraient bien être en fait les bases d'une tour accostant l'église 9e, mais séparée, donc s'ouvrant sur cette église par une porte. Vous verrez, ça aura son utilité un peu plus tard pour l'église de 1063. Alors donc, on a constaté, bien que je n'ai pas vraiment insisté dessus, mais que les parties supérieures de l'abside, ce couloir qui tournait, vous avez vu qu'on avait vu que des bases de murailles les parties supérieures ont été détruites, ça a été arasé. Ce qui a été aussi arasé, vraiment, vous l'avez sans doute vu, c'est les parties supérieures de cet autel. Hein, on voit qu'il est cassé sur le dessus. Et dans le même temps,
Donc on a arasé, on a voulu retrouver un niveau où rien ne dépassait, et dans le même temps, on a comblé le fond de ce fossé, de ce couloir annulaire. Tout se passe évidemment comme si on était en train, et c'est ce qu'on est en train de faire, de ménager un nouveau sol. Et ce nouveau sol, les fouilles 62-63 les dégagent également un peu partout. Ce nouveau sol, il est recouvert d'un décor de mosaïque. Une mosaïque faite de petites tesselles, tout petits morceaux de marbre rouge, jaune, blanc, noir, qui forment, j'y reviendrai sur le décor, mais qui forment à l'évidence un décor, et donc qui correspondent à un nouvel aménagement. Quel est ce nouvel aménagement? Bon, pas faire durer le suspense trop longtemps. Il semble bien que tout ce qu'on va découvrir ensuite puisse bien correspondre à une église qui aurait été réalisée en 1063. Ça vous montre par les parties hachées, en fait, où ces mosaïques ont été repérées. Ces mosaïques sont repérées, et puis on constate, toujours au niveau de ce pavement, au niveau de ce mosaïque, en revanche, que elles sont au-dessus du mur intérieur du couloir en demi-cercle, eh bien, elles sont interrompues, ce pavement de mosaïque est interrompu à intervalles très réguliers, environ 2 mètres, en suivant cette ligne intérieure. Voilà, des mosaïques, et puis de temps en temps, crac, on a des maçonneries, on n'a plus de mosaïques. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, c'est parce que voilà, on connaît un peu d'autres églises romanes, on a des doutes, et après tout, voilà, c'est quand même une hypothèse tout à fait vraisemblable. Ce qui se passe, c'est que ces espaces sans mosaïque, eh bien, ce sont les supports, les bases des supports de ce qui devait porter des arcades haut élevées qui allaient, voilà, un arc, 2 arcs, qui allaient séparer, mais finalement faire communiquer ce qu'on nomme en histoire de l'art, cette fois on y est, le sanctuaire, et tout autour un déambulatoire. On a donc le fait qu'il y ait ces supports d'arcade nous montre qu'il y a eu, pour cette nouvelle église qu'on a découverte au-dessus de l'autre, cette église avec les mosaïques, cette église, eh bien, on appelle ça un rond-point, en fait, c'est-à-dire qu'autour de l'autel, encerclant l'autel, derrière, une série d'arcades s'ouvre et sépare et communique avec le déambulatoire, où en fait on peut circuler derrière l'autel. On peut, lorsque la messe se déroule ici, on peut passer tout autour sans déranger le rite. Alors, j'ai voulu vous faciliter. Voilà le plan d'une église type. Ça n'existe pas, une église type, mais bon, ça c'est quand même très utile, les glossaires. Bon. Voilà j'ai perdu la... Voilà en plan. Ne regardons que cette partie, ce à quoi pouvait correspondre cette nouvelle église au-dessus de l'autre, le chœur, les piliers ou colonnes, on pouvait passer en dessous, les arcs sont au-dessus, et puis voilà, est déterminé un déambulatoire. Pour visualiser tout ça de façon un peu plus agréable,
je vous ai porté cette image d'une église sur laquelle je vais revenir, l'église de Bozoul, Sainte-Fauste de Bozoul, en Aveyron. Je vous conseille d'aller, elle est remarquable. Et voyez l'effet que donne, parce qu'il y a le même nombre d'arcades que pouvait avoir l'église de 1063, voilà l'aspect que donne un sanctuaire avec son déambulatoire tournant autour du rond-point. Voilà, quelques petits mots de vocabulaire. Alors, les historiens de l'art sont toujours insatisfaits. On a découvert un déambulatoire. Et là, figurez-vous que la grosse question, certes qui ne dépasse pas mais un déambulatoire, mais où sont les chapelles rayonnantes? Parce que, normalement, un déambulatoire, il est fait quand même aussi pour desservir des lieux de dévotion, donc des chapelles, ça ne dit rien sur leur forme, qui rayonnent, comme leur nom l'indique, voilà, tout autour du déambulatoire et qui permettent en fait de faire des dévotions privées ou autres, sans toujours la même idée, sans déranger le cœur. Alors, notre église de Moissac, un rond-point, un déambulatoire et pas de chapelle rayonnante parce que quand on observe le couloir annulaire, les deux murailles que je vous ai montrées, on ne voit pas quelque chose qui s'ouvre sur un autre espace. Alors là, c'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse. Donc j'espère que lors des questions, vous la chahuterez. Le chœur gothique qui est venu, et qui est celui qu'on connaît actuellement, qui est venu s'installer, qui est venu bouleverser quand même vraiment très profondément ce chœur, peut-être a-t-il arasé suffisamment bas pour qu'on n'ait plus la trace du seuil de ce qui a pu être des chapelles rayonnantes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en regardant bien les niveaux, eh bien, on n'a pas la preuve, je n'ai pas la preuve qu'il y avait des chapelles rayonnantes, mais on n'a pas la preuve qu'il n'y en avait pas. Et la recherche, alors là, avance beaucoup, on est très très content. Une autre hypothèse, pas tout à fait contradictoire, c'est que au lieu de véritables chapelles, c'est-à-dire de petits éléments d'architecture vraiment constitués, que les murs aient été assez épais, parce qu'ils le sont. Le mur intérieur fait plus d'un bon mètre. Pourquoi le mur extérieur donc de ce couloir devenu déambulatoire n'aurait-il pas pu abriter des niches simplement? Voilà ce qu'ils ont fait à Bozoul, c'est que c'est dans l'épaisseur du mur extérieur du déambulatoire qu'ont été, creusées, aménagées, simplement des niches. On est allé, je vous assure, avec ma collègue il y a très peu de temps, elles ne font pas 1 mètre de profondeur. C'est vraiment juste des alcôves, mais qui permettaient quand même d'abord d'éclairer, et puis ensuite, sans doute, d'avoir telle ou telle dévotion outre le sanctuaire. Alors, on va récapituler pour ce qu'on connaît du chœur de l'église de 1063. Ça, c'est pour plus tard. Un rond-point avec ses arcades, sans doute porté par des colonnes, mais bon, pas de certitude absolue. Ce rond-point déterminant un déambulatoire, avec ou non chapelle rayonnante ou niche, et puis ce pavement de mosaïque à petits fragments de marbre que lui seul, les caractéristiques stylistiques seules de ce pavement de marbre, la façon dont il est fait, le type de décor, pourrait, voilà, si on se contentait de peu, nous renvoyer évidemment vers l'époque romane, parce qu'on connaît des choses comparables. Je n'ai parlé que du chœur, et donc comment connaître
le bas-chœur, et également la forme de la nef. Qu'en était-il de la nef de l'église qui a succédé aux premiers vestiges qu'on a découverts? Là, ça n'est pas le chantier de 62-63 parce qu'il n'a pas découvert ces parties-là, mais ce sont les anciennes fouilles de 1902-1903 qui nous ont laissé donc le plan que je vous ai montré, mais qui a été repris, heureusement, pour la netteté par les bâtiments de France. Voilà ce qui, dans la nef, dans le bas-chœur, j'insiste, au niveau des stalles actuelles et en s'avançant vers l'ouest, voilà ce qui est découvert. Et ce qui est découvert pour l'essentiel, ce sont, je pense que vous les voyez, alignés parallèlement, ces ronds qui correspondent en fait à des piles profondément enfoncées dans le sol. Il est dit jusqu'à 1,50 m. Elles sont reconnues jusqu'à 1,50 m de profondeur. Et les plus importantes d'entre elles, mais elles sont toutes énormes, font jusqu'à 2,80 m de diamètre. C'est vraiment très, très, très impressionnant. La croix au milieu, oubliée, c'était récent, c'était une sorte de sûrement pour drainer, ça n'a pas d'intérêt pour notre étude. Ces piles, ces bases profondément enfoncées, à quoi pouvaient-elles correspondre, sinon, là encore, à des supports de ce qu'on appelle dans l'architecture d'une nef les grandes arcades, c'est-à-dire les arcs haut élevés. Je ne sais pas, penser à Saint-Cernin, on a vu des choses tellement fastueuses à Cluny qu'on est un petit peu dépaysé ici, mais de grandes arcades qui séparent et déterminent, là encore, qui font communiquer la nef centrale et ce qu'on appelle dans notre jargon, ou pas d'ailleurs, les bas-côtés ou les nefs latérales. La nef centrale et bas-côtés, nef latérale, collatéraux, qui sont, vous l'admettrez, si je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration qu'on pense que la largeur en fait, de l'église a à peu près toujours été celle-là, quel que soit le chantier, des collatéraux qui sont quand même très étroits. Donc, il semble qu'on avait affaire à une nef centrale bordée de collatéraux étroits. Et que les grandes arcades étaient évidemment portées, et il faut qu'elles soient portées, mais alors de nouveaux soucis pour ceux qui, comme moi, comme nous, cet après-midi, essayons de reconstituer cette église. La distance entre les centres de chacune des piles pour la première travée, plus de 8 mètres, pour la seconde, plus de 10, après ça se rapproche, ça va mieux. Mais là, ce sont des portées, imaginez donc, voilà, des supports, colonnes, ce que vous voulez, piliers, et puis il faut qu'il y ait un arc entre les deux, et la portée des arcs, ça a des limites. Voilà. Et là, on est au-delà de ce qui est raisonnablement imaginable pour une portée d'arc, même si les supports sont énormes, à un moment donné au milieu. Alors l'hypothèse, là encore hypothèse, mais fondée sur ce qu'on peut connaître par ailleurs. Par exemple, l'église romane, la partie romane de l'église Saint-Nazaire de Carcassonne. L'hypothèse a été formulée. C'était d'ailleurs par Maurice de Guercy, certains d'entre vous, peut-être, ça se souvient, qui a été approuvé par les historiens de l'art, enfin, mais dans les hypothèses, mais quand même très, très vraisemblable, c'est que, en fait, entre ces supports terriblement bien fondés, il y a eu des supports plus faibles, plus d'importance moindre, et qui n'aient pas eu besoin d'être fondés autant, et donc du coup, dont les piles de fondation auraient pu disparaître. Et on se retrouverait alors avec un type d'église romane dont le modèle s'est vraiment beaucoup diffusé dans le sud, au nord de l'Espagne, et j'avais relevé la liste, mais je vais vous épargner, je vais pas la lire, ce qu'on appelle les nefs à support alterné, les grandes arcades à support alterné, c'est-à-dire un temps fort,
par exemple, un pilier cantonné de demi-colonnes, et puis le support suivant, une colonne maçonnée plus petite, voilà, de diamètre inférieur. Et donc ce type d'église est tout à fait ce qu'on peut connaître par ailleurs dans la fin du XIe siècle. Alors on avance, on avait en gros la connaissance du chœur pour le bas-chœur et la nef. Nef centrale, collatéraux étroits, support alterné. Après vous avoir assommé de termes techniques et de réflexions architecturales, pour vous donner le plaisir d'imaginer, de visualiser un peu mieux ce qu'a pu être, le plus près possible, cette église. Allez, on va l'admettre qu'elle est de 1063. Eh bien, ce qui paraît le plus proche, c'est l'église, donc, qu'avec ma collègue, on est allé refotographier pour vous. Cette église de Bozoul, Sainte-Fauste de Bozoul, c'est au nord-est de Rodez. Le site est très impressionnant, déjà. Le site géologique très, très impressionnant. Et l'église Sainte-Fauste est comme sur un éperon, un promontoire. Voilà donc Sainte-Fauste. Voilà la perspective quand on entre, parce que, oui, j'aurais dû vous dire, j'ai oublié quelque chose, j'ai dû vous dire que avec l'importance des piles qu'on a trouvées, c'est qu'on se doute qu'ils ont essayé de faire des voûtes, et que c'est parce qu'ils voulaient voûter qu'ils ont assuré comme ça leur support de façon aussi importante. Et puis également, mais peut-être je l'ai dit, c'est qu'il n'y avait sans doute pas de transept, c'est-à-dire, vous savez, le transept, c'est la nef qui vient croiser perpendiculairement la nef principale, comme symbole évidemment de la traverse de la croix du Christ. Mais le fait qu'il y ait eu cette tour dont on trouve les bases dans la chapelle du Saint-Sépulcre et qui vient s'accoler à l'église à l'endroit où il devrait y avoir un des bras du transept, on dit le croisillon, rend impossible, il faudra prouver autre chose, rend impossible qu'il y ait eu un transept. Donc on serait bien dans le cas de Bozoul, une nef voûtée, des supports, j'espère que c'est l'image d'après, des supports alternés, un pilier cantonné de demi-colonnes, on dit cantonné, voilà, de chaque côté du pilier, des demi-colonnes viennent s'adosser. Alternance donc avec des colonnes maçonnées, ainsi, pour ce qui est les travées qui s'en vont vers le chœur. Alors, support alterné également, collatéraux étroits. Alors là, Bozoul, écoutez, je crois que c'est champion de toute catégorie des collatéraux étroits. Vous passez à un, et puis je vous montre, je crois que c'est encore plus spectaculaire. Voilà un banc, voilà le banc, la travée, le collatéral nord. Ils sont vraiment étroits. Il n'y a pas de transept. Si vous y allez, vous direz ah mais il y a quelque chose qui s'ouvre là sur c'est une adjonction gothique qui n'a vraiment rien à voir avec le parti roman de l'église. Et puis, je vous l'avais déjà montré, le rond-point, voilà, les arcades, le rond-point, le déambulatoire, et vous percevez, vous soupçonnez les niches. Voilà, en fait, voilà la niche, et ça, pour vous montrer quelle profondeur elles avaient, ce qui est tout à fait étroit. Voilà, j'espère. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de s'approcher le plus possible des choses, mais je ne voudrais pas que vous partiez en disant que vous avez vu l'église de 1063 à Moissac et que vous me disiez que c'est exactement celle de Bozoul. J'ai fait des hypothèses et j'ai essayé de vous donner de quoi imaginer.
Ah, j'ai pas fini. Juste le décor. Parce qu'on a aussi des informations sur le décor. Je vous avais dit que j'y reviendrai. Lors des fouilles dans le Cœur, donc fouilleurs de 1962-1963, à travers ces vieilles images, on découvre, pour le sol, on va admettre qu'elle est de 1063, deux types de traitements de mosaïque. Un qu'on appelle, parce que c'est quelque chose qui remonte, qu'on connaît depuis l'Antiquité, qui a suivi, comme beaucoup de choses, hein, les constructeurs depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, l'opus sectilé, c'est-à-dire des éléments, ils découvrent, vous voyez ce rond, eh bien, imaginez que le centre était un rond de marbre, on ne saura jamais de quelle couleur, hélas. Et puis les rayons, en fait, sont faits d'éléments de marbre découpés. Les couleurs n'étaient pas très variées, pas autant qu'on aurait pu les équations de cette rosace, on va dire, inscrite dans un carré occupé par d'autres ronds de marbre. En tout cas, un décor très, très géométrique et puis très particulier de cet opus sectilé avec quand même des morceaux de marbre d'une assez grande importance. Ces parties de décor de part et d'autre de l'hôtel sont découvertes, mais elles sont accompagnées vous les percevez un tout petit peu, d'un autre type de mosaïque décorative. Alors là, je vous montrais en fait ce qui reste encore en place, qui appartient à ce type d'opus sectilé, de type de mosaïque, qui sentent tellement son antique, en fait, dans l'église de Saint-Benoît-sur-Loire. Si vous allez à Saint-Benoît-sur-Loire, vous verrez une grande partie du chœur occupée par ce décor en opus sectilé. C'est très impressionnant, c'est très impressionnant. Alors, ce type de décor, bon, je ne suis pas en train de dire qu'il était de cette ampleur dans l'église de 1063 de Moissac, mais enfin, vous voyez bien que les soleils, là, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses à rapprocher. Géométrique, triangle, rond, carré. Et puis, autour, semble-t-il, ce type d'autres décors de mosaïque qu'on peut retrouver quand même en beaucoup d'endroits, avec des exemples fastueux comme Ganagobi. Allez à Ganagobi et regardez donc, allez donc voir dans le sanctuaire, le chœur, le pavement de mosaïque fait de petites tesselles comme ça, qui dessine des griffons, des dragons, un monde tout à fait complet et fantastique. Alors voilà, on avait ce type de décor. Je comprends que vous êtes un peu déçus, on n'a pas vraiment les griffons d'Émeric de Périac, mais écoutez, mais tout de même, on conserve des parties suffisamment importantes pour avoir une bonne idée de ce qui au moins courait tout autour de l'hôtel, on va dire. C'est ce décor, en fait, qui est au centre. Il y a comme un bouton de fleurs, et puis ça fait comme une palmette refendue. La tige vient entourer, et puis ça repart. Alors c'est très, très, très roman, comme on le trouve en sculpture. Enfin, c'est très... Voilà, en fait, c'est pas récent, mais tant pis. Voilà la meilleure image qu'on ait pu avoir, même si elle est en noir et blanc. Donc il faut l'imaginer, ça. Tesselles blanches, jaunes, rouges et noir, vert, gris. Voilà, tous ces petits morceaux assemblés, incrustés dans l'enduit pour former le sol. Donc voilà, on peut aussi avoir une idée de ce qui était. Alors, est-ce que tout ça s'étendait jusqu'à la nef? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, le chœur son sol était orné de cette façon. Je vous avais amené Ganagobi. Pourquoi pas rêver que c'était comme ça? Mais bon, nous, on n'a que les palmettes autour. Un dernier
un dernier souci, c'est qu'en fait, toutes ces fouilles, chœur, puis bas chœur, une partie de la nef, révèlent en fait une chose, c'est qu'il semble bien que l'église de 1063 ne fait qu'une trentaine de mètres de long en tout, et qu'en tout cas, vers l'ouest, on n'est plus de trace, pour aller très très vite, on n'est plus de trace de cette église. Alors je vais tenter là de vous résumer les hypothèses. L'hypothèse serait que la première église, vous vous souvenez, on a décidé de dire qu'elle était au IXe siècle, on va même l'appeler église carolingienne. L'église carolingienne a fait son service pendant un temps, et puis en 1063, pour évidemment aussi, vous l'avez compris, des raisons religieuses, symboliques, politiques, etc., on reprend un chantier, puisqu'on envoie les traces depuis l'Est. Et il s'arrête avant l'extrémité ouest de l'église, et pendant un temps, pense Marcel Durlia, on conserve les parties ouest de la vieille église carolingienne. Ensuite, parce que figurez-vous qu'il y a on sait qu'il y a eu deux églises. On sait qu'il y a eu deux églises romanes, et les parties de pierre qu'on perçoit quand on longe le mur sud de l'église abbatiale, on le voit très bien, ces murs-là correspondent bien à une église romane, mais à une seconde église romane qui semble bien correspondre à la fin du XIIe siècle, plutôt. Alors, ce qui se passe, c'est que on est donc en 1063, on a refait les parties est, on a gardé les parties ouest de la vieille église carolingienne, et si on admet la fin du XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, on repart depuis le clocher qui est là, croyez-moi, et on remplace donc les parties ouest de la vieille église, et on conserve là encore de nouveau l'église de 1063 à l'est pendant longtemps, et probablement même jusqu'au dernier chantier, on va dire, ce chantier gothique qui fait l'église telle qu'on la voit, en gros, telle qu'on l'aperçoit, avec son élévation, avec ses tribunes, etc. Mais ça, ce n'est que de la fin du XVe siècle. L'église de 1063, voilà, a été conservée assez longtemps. Ouais, c'est très compliqué, j'en suis consciente. Je ne peux peut-être pas expliquer assez simplement, mais il y a comme ça des chantiers qui se chevauchent, et qui forcément... Alors c'est pas très extraordinaire de voir que on dédicace, on inaugure, on considère en fait un édifice qui est pas complètement fini au sens où nous on l'entend. Ça se fait. On pouvait dédicacer ou bénir des hôtels ailleurs quand le chantier n'était même bien moins fini que ça. Alors là, je vous ai porté cette image. Ça, c'est le fond de l'église. Donc, c'est la muraille ouest de l'église abbatiale Saint-Pierre. Et vous voyez un tout petit détail, le gros doubleau également, qui vient en fait recouper en fait ces fenêtres de la tour. Hein. Vous voyez en fait ce qui est ce petit triangle qui a l'air de rien du tout au-dessus du balcon de la tribune. Eh bien, c'est le départ de ce qu'on appelle un pendentif. Et un pendentif, c'est très sûr, c'est fait pour porter une coupole. C'est fait pour porter une couverture intérieure en forme de coupole, comme on en connaît à ces époques-là beaucoup d'autres dans notre sud-ouest, et je vous ai porté là les coupoles intérieures de Cahors, mais il faudrait citer Souillac, il faudrait parler de Périgueux, mais pas trop fort parce qu'elles ont été beaucoup refaites par Abadie au 19e et qu'elles sont pas très... Bon, beaucoup d'églises à coupole,
dans ce sud de la fin du XIIe siècle. Et à Moissac, ce que je vous ai montré, c'est les petits bouts là, juste. Voilà. Imaginez, voilà l'architecture qui pouvait se faire dessus. Je vais vous épargner en vous disant que peut-être on n'est pas sûr que la deuxième coupole ait été réalisée, mais bon, trop compliqué. Et donc, je le disais, le dernier, je ne sais pas si j'ai une image, ben non, le dernier chantier est ce chantier gothique de l'élévation qui nous vaut évidemment les voûtes, les peintures également. C'est pas les vraies celles-là, mais il y a des parties conservées tout de même qui en fait, mais ce dernier chantier, eh bien, il remploie aussi, il porte, il conserve, il laisse parfois comme trace même, semble-t-il, tous ces chantiers successifs qui ont fait cet espace sacré qui voyage, semble-t-il, avec ses bagages, ses souvenirs précieux. Voilà.